Ce point de vue n'est ni celui de Platon ni celui d'Aristote. Si l'on suppose que selon Platon la sagesse est essentiellement pratique, phronésis, ou que l'idée du bien, la connaissance la plus élevée, est essentiellement pratique, il est nécessaire de dire que selon Platon l'ordre pratique est l'ordre le plus élevé. En ce qui concerne Aristote, il ne laisse pas le moindre doute que pour lui la théorie est absolument supérieure en dignité à la pratique, ou qu'il tient l'ordre pratique ou moral comme bien loin d'inclure l'ordre théorique. La synthèse effectuée par Wilde du platonisme et de l'aristotélisme se fonde sur le mépris de la véritable question. Les savants, Erich Frank par exemple, qui soutiennent qu'il y a une opposition fondamentale entre Platon et Aristote, affirment que selon Aristote, ce n'est pas purement et simplement la théorie, mais le mode de vie philosophique ou théorique qui est fondamentalement différent du mode de vie pratique et qui lui est absolument supérieur. Tandis que selon Platon, le mode de vie philosophique est intrinsèquement pratique ou moral. Wilde reconnaît qu'ils ont raison en ce qui concerne Platon, et ses tentatives plus ou moins implicites pour réfuter leur thèse en ce qui concerne Aristote ont échoué. Le jugement le plus favorable que l'on puisse porter sur son exposition est qu'il a laissé la controverse exactement comme elle était avant lui. Cela ne signifie nullement que l'affirmation de Wilde selon laquelle tous les sujets traités pour eux-mêmes dans les écrits de Platon sont examinés d'un point de vue pratique n'est pas exacte. En d'autres termes, qu'en les examinant, Platon ne perd jamais de vue la question socratique primordiale. Comment doit-on vivre ? Tandis que les analyses d'Aristote ont laissé loin derrière elles cette question. Il a pareillement raison lorsqu'il caractérise la procédure pratique de Platon par des termes tels que protreptique, exotérique ou maïeutique, et en soulignant la liaison entre l'approche pratique de Platon et l'utilisation d'images ou de mythes. Dans Éthique à Nicomaque, dans la mesure où l'affirmation de Wilde selon laquelle la sagesse ou philosophie doit être à la fois théorique et pratique se fonde principalement sur la Summa Theologica de Thomas d'Aquin, on peut également s'y référer, où il apparaît clairement que selon la philosophie, la sagesse est purement théorique, tandis que selon la théologie, la sagesse est à la fois théorique et pratique, où il apparaît clairement que la vertu morale et la sagesse au sens philosophique sont parfaitement indépendantes l'une de l'autre. L'affirmation de Wilde, selon laquelle l'ordre pratique ou moral est plus généralement que l'ordre théorique, semble fondée sur le syllogisme suivant. L'ordre pratique comprend tous les objets de l'action, mais l'action est faite de théorie et d'action proprement dit. Dite par tant, l'ordre pratique comprend tous les objets de la théorie et tous les objets de l'action proprement dite. Malheureusement, manifestement, Wilde confond la théorie comme mode de vie, qui en tant que tel est un objet de choix ou d'action avec les objets de la théorie qui en tant que tels ne sont pas objets de choix ou d'action. La même erreur est à la base de son affirmation selon laquelle, selon Aristote, l'ordre théorique est plus élevé que l'ordre pratique, puisqu'avant que nous puissions inventer des moyens convenables pour accomplir une fin, il faut connaître cette fin. La fin visée dans le passage d'Aristote auquel Wilde fait référence dans Éthique à Nicomaque est la sagesse ou la théorie en tant que fin de l'entreprise humaine, à savoir en tant que véritable bonheur, lequel en tant que tel appartient non pas à l'ordre théorique mais à l'ordre pratique, comparé avec le commentaire de Thomas sur l'éthique. On peut également dire que Wilde suppose gratuitement que toutes les bonnes choses ou toutes les fins appartiennent en tant que telles à l'ordre pratique ou moral. Selon Wilde, l'ordre pratique se caractérise par la contrariété, tandis que l'ordre théorique est au-delà de toute contrariété. Mais la théorie en tant qu'habitus a tout autant un contraire que n'importe quel autre habitus moral. Et ce n'est pas seulement les concepts pratiques de Platon, comme le soutient Wilde, mais également ses concepts théoriques, comme l'être et le non-être, le même et l'autre, le mouvement et le repos, le dur et le mou, le lourd et le léger, qui se divisent en contraires. Mais sur ce point encore, l'impatience de Wilde de parvenir à des résultats l'a empêché de consacrer une attention suffisante à un problème théorique très sérieux. Il ne s'est pas arrêté à méditer sur la difficulté apparemment insurmontable indiquée très clairement par le terme exotérique. Pour le dire en toute simplicité, si l'enseignement des dialogues de Platon est exotérique, il est bien difficile de savoir comment on pourrait jamais parvenir à connaître l'enseignement véritable ou ésotérique de Platon. Si l'on accepte l'authenticité de la 7e lettre, ce que fait Wilde, il faut aller plus loin et dire que Platon n'a jamais écrit un livre sur les sujets auxquels il s'intéressait véritablement et que conformément à sa déclaration la plus catégorique, quiconque connaît si peu que ce soit ces sujets, les choses premières et les plus élevées de la nature, n'écrira jamais rien à leur propos, dans la 7e lettre.
dans la mesure où la signification de quelque enseignement de Platon que ce soit dépend de manière décisive de son enseignement concernant la nature. Nous semblons ainsi être conduits à la conclusion qu'aucun enseignement sérieux de Platon ne nous est vraiment accessible. Personne ne pourrait énoncer de manière plus vigoureuse la difficulté en même temps à en indiquer plus involontairement la solution que ne l'a fait dans un commentaire récent du passage auquel je viens de faire référence le professeur Chernis. Il dit « Quant à moi, je ne crois pas que Platon ait écrit la 7e lettre, mais si je le croyais, je devrais reconnaître qu'il a invalidé par avance tout ce que je pourrais écrire sur la teneur véritable de sa pensée, et je devrais considérer comme une folie issue d'une insolence obstinée que de chercher à caractériser ou même à découvrir la doctrine sérieuse d'un homme qui a condamné tous ceux qui en ont fait la tentative ou qui la feront jamais. Je me trouve en plein accord avec la thèse de Chernis selon laquelle les dialogues dont la seule base ferme pour la compréhension de l'enseignement de Platon et avec l'avertissement qu'il donne contre l'erreur facile de confondre un accord général sur la chronologie relative des 3 grands groupes entre lesquels on peut répartir tous les dialogues avec une démonstration. Harold Chernis ne s'arrête pas à considérer le fait que selon la 7e lettre, comme selon le Phèdre, aucun écrit composé par un homme sérieux ne peut être tout à fait sérieux, et donc qu'il faut comprendre le passage sur lequel il fonde son verdict avec un grain de sel. La 7e lettre ne condamne pas la tentative de découvrir l'enseignement profond, car dans la mesure où ce dernier vise à être l'enseignement vrai, une telle condamnation reviendrait à une condamnation de la philosophie. La 7e lettre nie simplement que l'enseignement profond soit communicable à la manière dont les autres enseignements le sont. Elle ne condamne pas non plus absolument la tentative de communiquer par l'écriture l'enseignement profond. L'auteur de la 7e lettre poursuit en disant que si l'enseignement profond était utile aux êtres humains, il considérerait le fait de le communiquer par l'écriture au grand nombre comme l'action la plus noble de toute sa vie. Mais, dit-il, la tentative ne serait pas salutaire pour les êtres humains, sauf pour quelques-uns qui savent découvrir l'enseignement profond, tout seuls sur une légère indication. Selon la 7e lettre, rien n'aurait empêché Platon d'écrire sur les sujets les plus importants de façon à faire de subtiles allusions adressées à ceux pour qui elles seront suffisantes et ainsi à ne rien communiquer du tout sur les choses les plus importantes à la grande majorité de ses lecteurs. Il y a suffisamment de preuves dans les dialogues pour montrer que tel est précisément ce que Platon a fait. Et ainsi que les dialogues ont pour fonction non pas de communiquer les vérités les plus importantes à certains, mais de leur faire pressentir, tout en ayant en même temps la fonction beaucoup plus évidente de produire un effet salutaire, un effet civilisant, humanisant et cathartique, sur tous. Mais c'est une chose que d'essayer de découvrir l'enseignement profond de Platon et une toute autre chose que d'exposer sa propre interprétation de cet enseignement par écrit ou par tout autre discours public. Chernis a raison de souligner le fait que selon la 7e lettre, Platon a désavoué par avance tout écrit qui prétendait exposer la teneur véritable de sa pensée. La 7e lettre suggère qu'il ne viendrait jamais à l'esprit de quiconque aurait, en suivant les indications de Platon, compris son enseignement, de l'exposer publiquement, parce que cet enseignement emplirait la plupart des lecteurs d'un mépris injustifié ou encore d'une espérance superbe et vaine d'avoir appris des choses sublimes. Elle suggère en d'autres termes qu'aucun homme irréfléchi ou quelqu'un qui traiterait avec légèreté une exhortation de Platon ne parviendra jamais à comprendre une ligne de l'enseignement profond de Platon. Il n'est pas besoin de l'évidence de la 7e lettre pour constater que Platon a interdit les expositions écrites de son enseignement, dans la mesure où Platon s'est abstenu de présenter en toute clarté son enseignement le plus important. L'interdiction d'écrire des présentations de son enseignement est renforcée d'autant. Quiconque manifeste une telle présentation devient, pour employer une expression favorite de Platon, ridicule, dans la mesure où il est facile de le réfuter ou de le confondre en citant des passages des dialogues qui contredisent sa présentation. L'évidence historique ne peut justifier totalement aucune interprétation de l'enseignement de Platon. Pour la partie la plus importante de son interprétation, l'interprète ne doit s'appuyer que sur ses propres ressources. Platon ne lui épargne pas la responsabilité de découvrir par lui-même la partie décisive de l'argumentation. La controverse interminable sur la signification de l'idée du bien en est un signe suffisamment clair. Qui peut dire qu'il comprend ce que Platon voulait dire par l'idée du bien s'il n'a pas découvert par lui-même, grâce cependant aux allusions subtiles de Platon, l'argumentation exacte ou scientifique qui établit la nécessité et le caractère exact de cette idée?
c'est-à-dire l'argumentation qui aurait seule satisfait Platon et dont il a refusé de nous faire part dans la République ou ailleurs. Platon a composé ses écrits de manière à empêcher pour toujours de les utiliser comme des textes faisant autorité. Ces dialogues ne nous donnent pas tellement une réponse à l'énigme de l'être qu'une imitation extrêmement claire de cette énigme. Son enseignement ne peut jamais devenir l'objet d'un endoctrinement. En dernière analyse, il est impossible d'utiliser ces écrits pour une fin autre que la pratique de la philosophie. En particulier, aucun ordre social et aucun parti passé, présent ou futur ne peut légitimement prétendre avoir Platon pour patron. Cela ne veut pas dire que l'interprétation de Platon soit essentiellement arbitraire. Cela signifie au contraire que les exigences d'exactitude qui gouvernent l'interprétation des livres de Platon sont beaucoup plus strictes que celles qui gouvernent l'interprétation de la plupart des livres. Un examen soigneux de ce que divers passages des dialogues disent sur le caractère des bons écrits apprendra peu à peu, si l'on applique cette information d'origine platonicienne à la lecture des dialogues, à connaître des règles d'herméneutique très spécifiques. On peut provisoirement énoncer le principe de ces règles de la manière suivante. Pour présenter son enseignement, Platon n'utilise pas simplement le contenu de ses ouvrages, les discours de ses divers personnages, mais aussi leur forme, la forme dialogique, en général la forme particulière de chaque dialogue et de chaque partie du dialogue, l'action, les personnages, les noms, les lieux, les temps, les situations et les choses similaires. Une compréhension adéquate des dialogues comprend le contenu à la lumière de la forme. En d'autres termes, il faut pour comprendre les livres de Platon un examen beaucoup plus soigneux du contexte le plus étroit et du contexte le plus large de chaque énoncé que l'examen requis pour la compréhension de la plupart des livres. Une compréhension adéquate des dialogues permettrait au lecteur de découvrir les signes incontestables de l'enseignement profond de Platon. Elle ne fournirait pas de réponse toute faite aux questions ultimes et les plus importantes de Platon. Wilde est en ce sens conscient du caractère non dogmatique des dialogues platoniciens. Platon, dit-il, nous avertit particulièrement de ne pas prendre ses propres pensées et encore moins ses propres mots avec un sérieux quelconque, sinon comme des guides éventuels vers les choses réelles en nous et autour de nous, ou comme des moyens de nous en rappeler. Si nous supposons par commodité qu'il s'agit là d'une expression correcte de ce que dit le Phèdre sur les imperfections des écrits en tant que tels, nous aurons encore une difficulté considérable pour comprendre comment on peut utiliser les pensées de Platon comme des guides pour la compréhension de la réalité si on ne connaît pas ses pensées, et comment quelqu'un qui n'est pas un prophète peut connaître les pensées de Platon sans être attentif aux mots de Platon. Quoi qu'il en soit, Wilde a tendance à prendre un énoncé portant sur les imperfections des écrits en tant que tel, un énoncé fait par un homme qui a écrit ses livres avec un soin inégalé, non pas comme un signe du fait que les dialogues visent à remédier à ces imperfections dans la mesure du possible, et partant non comme le conseil de lire les dialogues avec le plus grand soin, mais comme un encouragement à une lecture négligente. Ainsi, presque constamment, Wilde sépare les énoncés de Platon de leur contexte, ou plutôt il les sépare des personnages de Platon. Il les intègre dans un ensemble qui n'a aucun fondement platonicien, quel qu'il soit. Il ne prend même pas la précaution très ordinaire de s'abstenir d'attribuer à Platon des opinions exprimées, non par Socrate ou par un autre porte-parole de Platon, mais par des sophistes comme Protagoras. Il ne prend que très rarement, sinon jamais, la peine de manifester pour le lecteur l'élévation à partir des opinions vulgaires, par lesquelles la discussion commence le plus souvent jusqu'aux opinions moins provisoires auxquelles elle aboutit, et il est ainsi conduit à attribuer la même importance à des énoncés dont la portée respective est très différente. Partant du principe correct que nous devons interpréter les mythes de Platon en fonction de sa philosophie et non pas sa philosophie en fonction de ses mythes, mais négligeant la relation entre le contenu et la forme des dialogues, il aboutit à croire que nous devons interpréter les mythes de Platon en fonction des énoncés non mythiques des personnages de Platon. En d'autres termes, dans la mesure où il néglige ce qui est impliqué par la comparaison de Platon entre les discours écrits ou non écrits et les êtres vivants, le principe selon lequel dans un bon écrit, chaque partie, si minuscule soit-elle, est nécessaire et rien n'est superflu, il tend à penser que les images ou les mythes que l'on trouve dans les dialogues sont totalement expliqués dans les dialogues. L'interprétation de Chernys, par exemple, atteint son point culminant avec la thèse suivant laquelle aucune idée n'est ontologiquement antérieure ou postérieure à une autre, et selon laquelle Platon n'a pas pu en fait penser le monde des idées en tant que tel comme une hiérarchie. Cette thèse contredit manifestement l'enseignement de la République selon lequel l'idée du bien est la cause de toutes les autres idées et règne sur elles.
Wilde a manqué de développer clairement ce qu'il tient pour être la fonction des mythes, selon un ensemble de propos. Les mythes sont censés conduire le lecteur à l'analyse formelle du sujet mythiquement représenté. Ailleurs, il dit que les mythes sont censés suggérer l'historicité, qui ne peut pas être appréhendée par l'analyse formelle. Dans un autre ensemble de propos, il dit que les mythes sont censés nous donner des opinions fondées concernant la nature du principe suprême et la destinée ultime de l'âme.